Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet ultime épisode de la première saison d'Avec ou sans accent. Donc, merci d'être encore là après 15 épisodes. Je vous avoue que la saison s'est pas nécessairement déroulée comme je voulais. Donc, j'avais vraiment... ceux qui me connaissent, là, vous savez probablement que je suis une fille super organisée, ultra à mon affaire, puis la reine des agendas complexes. Donc, disons comme ça. Mais ça cache aussi un certain contrôle que j'aime avoir sur les choses que je fais. Donc, souvent, tu sais, moi, j'avais... pas souvent, là, mais maintenant, j'avais vraiment une liste avec 15 sujets que je voulais aborder pour la première saison. Et bien, finalement, j'en ai fait genre juste 5 ou 6 de ces sujets-là parce que, ben, en fait, j'ai été influencée par l'actualité, ce qui s'est passé en lien avec la francisation puis les fermetures de classes dans les CSS, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup d'épisodes, en fait, qui ont émergé de ce qui se passait, en fait, dans le quotidien ou dans l'actualité reliée à la francisation, au français ou à l'éducation pendant la saison. Mais quand même, hein, donc, malgré, en fait, ces problématiques-là, puis le fait que mon horaire ou mon calendrier des sujets n'a pas nécessairement été respecté. J'espère que vous avez apprécié cette première saison-là. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment intéressant à faire, à enregistrer, mais aussi tout ce qui est les courriels que vous m'avez envoyés, les commentaires que j'ai reçus, les messages que j'ai reçus en fait de gens que je connais pas du tout, qui m'ont dit hey, tu sais, j'ai adoré ton balado, j'ai découvert ça, j'enseigne à Rimouski, j'enseigne à Matane, j'enseigne en France, puis je voulais savoir comment ça se passait au Québec, tout ça. Donc, c'est vraiment génial pour moi, là, puis je trouve que c'est... en fait, je voulais vraiment vous remercier d'être là puis d'avoir rendu cette première saison-là possible. Et bien, comme vous êtes beaucoup à nous suivre, donc je vous l'ai dit l'autre fois, donc on a dépassé là, les 5500 téléchargements, très, très heureuse de ça. Et vraiment, ben, je vous encourage à poursuivre votre écoute l'année prochaine, en 2025. Je voulais aussi faire peut-être un bref retour là, sur en fait, le balado et sur tout ce qu'on a fait dans les 14 épisodes précédents et ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, faire peut-être un topo, en fait, de tout ce qu'on a abordé. Puis, évidemment, si vous n'avez pas écouté tous les épisodes, ben, je vous invite à le faire. Hein. Donc, nous, on va prendre une petite pause, là, comme tout le monde, pour les vacances des fêtes, mais pour aller fêter Noël et la nouvelle année, tout ça. Mais, entre-temps, là, si vous n'avez pas écouté l'entièreté de la saison, ben, je vous invite à aller le faire. Puis, je vais peut-être vous faire je vais vous faire, là, en fait, tout de suite, un bref résumé de tout ce qu'on a vu. Donc, évidemment, j'ai commencé le balado, moi, avec un intro, hein, donc pour expliquer là, mon projet, mais aussi pour me présenter moi et dire qui je suis, qu'est-ce qui m'intéresse, pourquoi je fais un balado. Donc, c'est encore l'épisode le plus écouté. C'est un peu étrange. Moi, je pense que souvent, l'introduction pour moi, c'est un peu... je veux dire, je les écoute tout le temps quand j'écoute des balados, les intros, mais moi, je suis genre en fait à écouter des balados en ordre. Là, souvent, je découvre un épisode, mais après, je retourne au début. Je ne sais pas si vous faites la même chose, mais c'est encore notre épisode le plus écouté. Mais on a vraiment fait le tour un peu de vraiment plusieurs choses. Donc, je vous ai parlé brièvement de comment fonctionnait l'immigration au Québec. Hein, un bref épisode pour comprendre les concepts clés, mais pour la saison 2, là, je compte vous parler plus d'immigration. On s'est parlé aussi des programmes de francisation, là, d'enseignement du français langue seconde au Québec. Donc, vraiment, puis je rappelle que la francisation, en fait, ce sont des cours de français langue seconde, mais adaptés au Québec à la culture québécoise. Donc, où on va faire des cours de français langue seconde habituels. Là, donc, où on va faire compréhension orale, compréhension écrite, production écrite, mais où, en fait, il y a aussi une grande dimension culturelle et interculturelle là, sur les repères québécois, qu'ils soient scolaires, en fait, pour les jeunes, mais aussi culturels général là, pour les adultes ou les plus petits. Donc, on s'est parlé de francisation des adultes, on s'est parlé de francisation pour les jeunes, donc les classes d'accueil, les classes d'ILSS au primaire, au secondaire. On s'est parlé, en fait, de la culture québécoise qui devenait un super bel outil pédagogique, donc comment apprendre le français à l'aide de la culture québécoise. Puis,
c'est drôle parce que j'avais appelé cet épisode-là « Comment apprendre le français l'été » parce que je parlais des parcs puis de la lecture en plein air puis tout ça, mais la culture peut être, pour moi, pas juste peut être, est un bon matériel pédagogique pour apprendre une langue, même si c'est pas l'été. On s'est parlé aussi des examens certifiés, donc j'ai fait un petit peu le tour de ce que c'est un TEF, un TEFAC, un TCF ou les autres épreuves de français certifiées. Donc, évidemment, c'est peut-être plus technique là, comme épisode, mais vraiment, je pense que c'est intéressant pour soit les gens qui veulent régulariser leur statut au Québec, au Canada, ou qui veulent préparer leurs apprenants, en fait, aux examens certifiés, d'écouter cet épisode-là. Il y a aussi un épisode sur la francisation d'entreprise, donc pour ceux qui enseignent en entreprise ou encore pour les entreprises qui veulent instaurer un service de francisation à même leur entreprise, ou qui veulent aller y enseigner. Ou même si vous ne voulez pas y enseigner, juste pour vous en parler, en fait, de comprendre ce que c'est. Puis moi, c'est quelque chose que je fais aussi avec mon entreprise, donc de la francisation d'entreprise ou même de rencontrer des entreprises pour expliquer, en fait, comment ça fonctionne la francisation d'entreprise ou comment optimiser, en fait, la francisation de ces travailleurs étrangers. Donc, on s'est parlé aussi, en fait, j'ai eu 2 invités. Donc, la première invitée que j'ai eue, c'était Émilie Vien, qui est mieux connue peut-être sous le nom de la planificatrice. Donc, évidemment, on voulait se parler un petit peu de planification en enseignement, mais aussi des routines, en fait, pour être peut-être plus efficaces ou des rituels, en fait, à mettre sur place pour planifier. On s'est parlé aussi du temps d'apprentissage des langues, donc que c'est toujours plus long qu'on pense, mais tu sais, que combien de temps ça peut prendre ou à quel point, finalement, notre langue première peut avoir a une influence sur l'apprentissage de la langue qu'on veut apprendre. On s'est parlé aussi, évidemment, des problématiques reliées à Francisation Québec, des fermetures de classes pour les adultes. On s'est parlé aussi, en fait, j'ai fait un autre épisode en lien avec ça, sur les possibilités, en fait, qu'il y a pour enseigner en français langue seconde à l'extérieur de la francisation. C'était un petit peu un remue-ménage que je faisais aussi moi-même à voix haute là, pour voir quelles étaient les possibilités pour les gens qui ont malheureusement perdu leur emploi en francisation des adultes. On s'est aussi parlé de la formation des maîtres. Donc, vous savez peut-être, ou sinon je vous rappelle que je travaille, moi, dans plusieurs universités où je travaille beaucoup en formation des maîtres alternative. Donc oui, en formation initiale des maîtres, au baccalauréat, en enseignement, mais aussi à la maîtrise qualifiante ou aux maîtrises qualifiantes dans plusieurs universités ou encore au diplôme d'études supérieures spécialisées et que je suis une fervente, que je crois beaucoup à la formation alternative. Pour moi, c'est pas juste le fait d'avoir un bac en quelque chose qui fait de quelqu'un un bon enseignant. Je pense qu'il y a des trajectoires différentes. Donc, tu sais, pourquoi quelqu'un qui a un bac en littérature et une maîtrise en littérature ne pourrait pas faire une formation accélérée pour devenir enseignant ou enseignante. Donc, on s'est parlé de la formation des maîtres. On s'est parlé aussi avec une deuxième invitée de l'intelligence artificielle. Donc, à quel point les robots conversationnels ou l'intelligence artificielle pouvaient peut-être nous aider en classe de langue. Puis c'était important pour moi de parler de l'intelligence artificielle de façon positive parce que, évidemment, nier que ça existe, ça se peut pas. Hein? Donc, on peut pas vivre dans le déni. Ça existe maintenant, de comment peut-être l'optimiser et non pas dans une optique de remplacer l'enseignant, mais d'aider l'enseignant dans une classe de langue. Donc, on s'est parlé aussi de l'accent, hein, donc de qu'est-ce que c'est un accent, puis de valoriser plutôt l'accent plutôt que de le dénigrer. On s'est parlé de ça et on s'est parlé aussi, mon Dieu, est-ce que j'oublie un épisode? Je sais pas, je pense que j'ai fait le tour. Et aujourd'hui, on va se parler en fait du français québécois. Donc, c'est important de vous parler du français d'ici et de voir à quel point il est un matériel pédagogique extraordinaire pour les enseignants, mais je veux aussi que cet épisode-là puisse expliquer un peu ce que c'est le français québécois aux gens qui nous écoutent de l'étranger, parce que je vous l'ai dit, on est écouté depuis le début du balado, en fait, un ou plusieurs épisodes ont été partagés dans plus de 40 pays. Donc, je suis la première surprise de ça. Donc, j'espère que pour ceux qui nous écoutent à l'international, vous pourrez... cet épisode-là, en fait, vous permettra de mieux connaître le français d'ici. Donc, voilà. Fait que, évidemment, je vous ai fait un petit topo de tous les épisodes qu'on a fait. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'écoute pas vraiment un balado toujours dans l'ordre. Hein. Donc, souvent, je tombe sur un épisode, après j'écoute un épisode qui m'intéresse, puis à un moment donné, je finis par les écouter tous. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si c'est le cas, je vous invite à aller réécouter ou faire le tour dans Spotify ou dans Balado de Apple là, pour écouter tous les épisodes que vous avez peut-être manqués. Donc, ce sera le temps de faire un peu de rattrapage. Donc, voilà. Donc, merci encore d'être là. Puis, juste en faisant un peu le topo des 14 épisodes précédents, ça me fait chaud au cœur de voir qu'on a pu vivre ce beau projet-là ensemble. Donc, maintenant, on revient au programme principal. Je vous invite, en fait, justement, à explorer ce thème-là qui est pour moi très, très connexe. Donc, qu'est-ce que c'est le français québécois, le français d'ici?
Puis là, je dis français québécois, français d'ici, mais j'ai envie aussi de revenir à l'essence même où on va vivre ce beau projet-là ensemble. Québécois, plutôt qu'on l'appelle le français laurentien. Pas on l'appelle, mais ça s'appelle le français laurentien. Et qu'est-ce que c'est le français laurentien? En fait, c'est le français qui s'est établi là, depuis que les francophones sont arrivés en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment le français qui s'est installé dans la vallée du Saint-Laurent, qui constitue vraiment là, la racine du français québécois moderne. Puis là, je dis français québécois, mais évidemment, là, le français laurentien peut être parlé dans le nord des États-Unis, en Ontario, tout ça. Donc, c'est vraiment le français nord-américain. Évidemment, ça reste du français. Hein, donc, français québécois ou français laurentien, ce ne sont pas d'autres langues que le français. Mais évidemment, ces variétés-là de langues, en fait, ont évolué indépendamment ou différemment des autres variantes du français qui sont parlées, par exemple, qui est parlé en Amérique du Nord et en Europe. Là, quand je parle d'Amérique du Nord, on peut penser au français acadien, par exemple, ou au français cajun. Et en Europe aussi, là, donc le français, évidemment, belge, suisse, ou au français de l'Afrique subsaharienne, des Antilles ou du Maghreb. Donc, évidemment, aujourd'hui, on se parle vraiment du français d'ici. Donc, quand je dis d'ici, je vais parler plus du français québécois. Évidemment, le français québécois a été et est encore influencé par les réalités historiques et culturelles du Québec, là. Parlant des influences aussi, là, évidemment, on va avoir des mots en français québécois qui viennent, en fait, des langues des Premières Nations. Hein, donc, que ce soit un Wananiche, des Babiches, un kayak. Hein, donc, des mots qui sont en fait des mots de plusieurs langues issus de plusieurs langues des Premières Nations. Donc, quand on parle du français québécois, donc on va se parler aujourd'hui vraiment des particularités du français d'ici, puis de voir là, en fait, quelles sont les particularités, premièrement, phonétiques du français québécois. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que le français québécois va se distinguer, en fait, par certains traits phonétiques uniques qui vont le rendre vraiment reconnaissable entre plusieurs français. J'ai envie vraiment de vous parler plus de qu'est-ce qui rend ce français-là ou la variété de français québécois différente et particulière. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que le québécois, français québécois, en fait, va vraiment utiliser les voyelles nasales. C'est quoi ça, une voyelle nasale? En fait, c'est quand on prononce une voyelle puis que le son va être produit quand l'air va passer non seulement par la bouche, mais aussi par le nez. Donc, c'est pour ça qu'on dit une voyelle nasale. Ça donne vraiment au son une qualité différente qui est un peu plus résonante. Hein. Donc, si par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Si je dis, par exemple, chanson, enfant, on va entendre plus une voyelle qui passe l'air va passer par mes narines. Donc, on va entendre vraiment la sonorité nasale qui est plus particulière au Québec. Un autre trait distinctif là, phonétique, c'est vraiment les différences entre les voyelles ouvertes et fermées. Donc, c'est par exemple, un exemple très, très connu, là, c'est celui de pâte et pâte. Donc, on va avoir vraiment un A plus ouvert dans pâte et un A plus fermé dans pâte. Ces distinctions, en fait, vont enrichir justement notre accent et le rendre plus expressif. En tout cas, selon moi, c'est très joli. Les Québécois, on va avoir tendance à simplifier les consonnes finales dans le langage parlé. Donc, souvent, on va juste couper la dernière consonne. Donc, par exemple, on va dire juste à place de juste, on va dire table à place de table, ou on va dire 4 à place de 4, donc qui va donner un rythme peut-être plus léger à la langue et plus naturel, authentique. Ensuite de ça, au niveau de la phonétique, il y a aussi la frication, dans des exemples comme par exemple « tu dis », je ne sais pas si vous entendez, là, je l'ai déjà dit en fait dans un autre épisode, cet exemple-là, je crois, mais « tu dis », c'est comme si on va ajouter un S entre le T et la voyelle et un Z entre le D et la voyelle. Donc, on ne dit pas « tu dis », on dit « tu dis ». Donc, c'est vraiment de la frication. Donc, on va vraiment utiliser ce terme-là. Donc, on va vraiment entendre un petit T ou un petit T. On va l'entendre dans d'autres types de mots comme dimanche ou Mathieu. Hein, donc, vous allez entendre vraiment, là, Mathieu, c'est un prénom, évidemment, mais on va ajouter des S ou des Z qui ne sont jamais écrits. Et c'est très drôle parce que souvent, moi, j'ai des apprenants ou des étudiants qui ont ajouté des petits S ou des petits Z parce qu'ils l'entendaient ou encore qui ont ajouté un W. Donc, c'est des traits phonétiques, en fait, qui ne sont pas des erreurs. Hein? Donc, c'est important pour moi de dire que ça fait partie de la richesse de la langue et ça témoigne de son identité et de son histoire. Puis moi, les gens qui vont se forcer, en fait, pour ne pas avoir de caractéristiques de leur langue, pour moi, c'est comme un déni un peu culturel ou identitaire. Donc, c'est important de conserver ces traits-là. Évidemment, quand on enseigne le français comme langue seconde, c'est sûr qu'on ne va pas demander aux gens de dire « Hey, au Québec, on dit « je suis » et pas nécessairement « je suis ». Donc, l'objectif, c'est pas que les apprenants disent « je suis » ou « je suis », mais qu'ils puissent comprendre, par exemple, que le « je suis » ou le « je suis » veut dire « je suis ». Donc, c'est super important pour moi. Puis quand j'enseigne autant à mes étudiants à l'université qu'à mes étudiants dans mes classes,
de montrer les deux façons. Donc, de dire, je suis s'écrit comme ça, mais va surtout se prononcer d'une autre façon. Mais dans certains contextes, par exemple dans un contexte plus formel, on va plutôt dire je suis et pas je suis. Donc, vraiment d'enseigner les deux. Au niveau aussi des caractéristiques du français québécois, on ne peut pas passer sous silence les expressions très colorées ou encore les mots de vocabulaire qui sont uniques. Hein? Donc, par exemple, des mots que moi j'aime beaucoup, genre maringouin. Le mot maringouin, si vous m'écoutez d'un autre pays de la francophonie, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais maringouin, c'est un petit insecte piqueur, hein, donc un moustique. D'autres mots que moi j'aime beaucoup, là, une sacoche, hein, je dis jamais sac à main, là, toujours sacoche. Je sais ce que ça veut dire un sac à main, évidemment. Là. Puis évidemment, tu sais, une variété de français comme le français québécois, c'est pas, là je vous donne des mots différents, je vous parle de l'accent phonétique, je vais parler brièvement d'expression, mais c'est vraiment important de dire que la variété de français, peu importe où on est, va représenter l'identité et l'histoire de l'endroit où on vit. Donc, si on va vraiment représenter l'identité et l'histoire des Québécois francophones. Et parler avec un accent québécois ou utiliser des expressions locales, c'est pas une faute ou une déviation ou un mauvais niveau de langue. Hein. C'est vraiment une façon de s'exprimer et de signifier son attachement à une culture et à une communauté. Pour moi, c'est important de le rementionner. Hein. Donc, le français est vivant au Québec depuis plus de 400 ans maintenant, c'est normal, ça fait partie de notre héritage, mais oui, le français a évolué différemment au Québec que, par exemple, dans certaines régions de France. Puis c'est important pour moi de mentionner aussi que le français tel qu'on le parle ici, donc c'est-à-dire le français québécois, c'est le premier matériel pédagogique authentique à utiliser en classe. Puis si vous êtes enseignant, je ne vous apprends rien au niveau de ce que c'est le matériel authentique, mais je vais quand même l'expliquer. Donc, un matériel authentique, c'est un matériel qui est utilisé dans une classe, dans un milieu d'enseignement, mais qui n'a pas été fait pour devenir un matériel pédagogique. Donc, on va appeler ça, par exemple, un matériel authentique. Puis, en classe de langue, ça pourrait être, par exemple, un extrait de téléroman, un extrait de journal, une petite annonce qui est affichée sur un site Internet de Marketplace, par exemple. Ça pourrait être aussi une publicité qu'on entend à la radio, un extrait de documentaire audio ou vidéo, un extrait d'un bulletin de nouvelles à la télévision. Donc, tout ça, ce sont des matériels authentiques qu'on pourrait utiliser dans une classe et qu'on vous suggère d'utiliser. Là. Donc, c'est pour moi, évidemment, ou en approche communicative, quand on enseigne une langue seconde, souvent, c'est le premier matériel qu'on devrait utiliser dans une classe. Et le premier matériel authentique qu'on utilise tous les jours, en fait, c'est notre langue. Puis, tu sais, c'est important pour moi, puis je vais le dire, puis je le répète, puis je le dis à tous mes stagiaires, de ne pas éloigner son niveau de langue de la réalité. S'il y a une chose que j'ai apprise depuis le début de ma carrière, c'est vraiment ça. Les gens, ils veulent apprendre le français qu'ils vont entendre dans la rue, le français qu'ils vont entendre au travail, le français qu'ils vont entendre à la télévision. La classe de langue ne doit pas devenir un milieu hermétique où le français n'est pas représentatif de ce qui se passe à l'extérieur de celle-ci. Combien de fois j'ai entendu, moi, « Madame, je comprends les enseignants, mais je ne comprends pas à l'épicerie ou je ne comprends pas dans l'autobus. » Mais en fait, mon objectif, moi, comme enseignante, c'est ça, c'est que ça ne soit plus le cas. En fait, ce que je veux, c'est que les étudiants, en fait, qui apprennent le français langue seconde au Québec, peu importe à quel niveau, ou les nouveaux arrivants qui apprennent le français, comprennent le français à l'extérieur de la classe. Parce qu'on ne les prépare pas à réussir des examens. Là. On les prépare à parler français et à comprendre le français ou à écrire en français ou à lire en français dans la vie de tous les jours. Fait que c'est super important. Parler aux apprenants avec notre accent, avec nos expressions, notre style, c'est leur donner une expérience de la langue telle qu'elle est vraiment parlée au quotidien. Puis pour moi, ça, c'est vraiment mon objectif principal quand j'enseigne en francisation. Puis tu sais, le contact direct avec un français authentique, justement, va préparer mes apprenants, mes étudiants, à comprendre et à interagir dans divers contextes de la vie quotidienne. Là. Tantôt, je vous ai parlé du travail, mais tu sais, dans la rue, dans l'autobus, s'ils jouent au soccer avec des amis, des collègues, s'ils ont une réunion de travail, la caissière au magasin, tout ça, n'importe qui. Tu sais, il faut vraiment que le français qu'ils aient appris puisse leur servir dans la vie de tous les jours. Ne pas modifier son registre de langue ou ne pas parler moins vite. Hein. Moi, vous avez vu, je parle vite quand même en général, mais je ne vais pas descendre mon rythme dans la classe. Je vais parler normalement parce que je veux en fait qu'ils comprennent tout le monde. Évidemment, je ne leur parlerai peut-être pas de la même façon que si je parlais à ma mère au téléphone, mais on s'entend que c'est très, très proche. Là. Et c'est important, en fait, puis ça permet aux gens qui vont apprendre le français de comprendre les registres de langue. Hein. Donc, on parle de registres de langue, mais par exemple, au Québec, le tutoiement est très, très, très
utilisé et généralisé. Donc, c'est rare qu'on va vouvoyer quelqu'un. Évidemment, dans certains contextes ou dans certains usages, on va privilégier le vouvoiement. Par exemple, si je parle à mon patron, si je parle à mon médecin, si je parle à quelqu'un que je ne connais pas ou à une personne plus âgée que moi. Donc, c'est utile de connaître les contextes d'utilisation du vouvoiement, mais on va utiliser beaucoup plus le tutoiement qu'en Europe, par exemple. C'est pas mal faire de tutoyer quelqu'un, donc c'est plus une façon d'être cordial ou amical aussi avec lui. On a peut-être moins d'usage du vouvoiement au Québec que dans d'autres pays de la francophonie, par exemple. Mais pour moi, c'est normal de garder ces registres-là, ces nuances culturelles-là, puis de préparer en fait les gens à naviguer dans la vie de tous les jours au Québec. Tu sais, c'est vraiment important en fait de renforcer aussi leur capacité à comprendre et à l'utiliser, ce français-là, de façon naturelle, puis en se connectant vraiment avec les Québécois et le Québec d'aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a permis un petit peu de comprendre un peu mieux ce que c'est le français québécois. Évidemment, mon but, c'était pas de vous donner un cours de linguistique aujourd'hui, de vous parler plus en détail de ce que c'est tout à fait le français québécois. Si vous venez, si un jour vous étudiez avec moi à l'université, on fera le tour en long et en large, mais aujourd'hui, vraiment, mon désir, c'était vraiment d'expliquer aux gens ce que c'est le français laurentien, québécois en général, pour comprendre un peu mieux comment il fonctionne. Donc, j'espère que vous avez compris ou appris, si vous êtes à l'extérieur du Québec, là, beaucoup de choses sur la richesse phonétique du français parlé au Québec, sur son lexique unique, mais surtout, en fait, de comprendre pourquoi il est crucial, en fait, d'utiliser aussi ce français-là lorsqu'on enseigne. Et si vous êtes à l'extérieur du Québec, bien, j'espère que vous avez appris plus de choses sur le français qui est parlé ici. Puis en fait, pas juste sur le français qui est parlé ici, mais le français qui est parlé ici, c'est aussi un élément essentiel de l'identité québécoise, puis un reflet un peu de son histoire et de sa culture. Donc, super important pour moi de l'aborder ici. Donc, je vous souhaite en fait des bonnes vacances. Donc, on prend congé jusqu'au début de la prochaine saison. Si vous avez des idées, des suggestions, des invités que vous voudriez entendre à notre micro, des sujets que vous aimeriez, dont vous aimeriez qu'on parle, donc ne vous gênez pas pour... Là, tu vois, j'ai utilisé le pronom relatif que, puis après, je me suis corrigée pour le don. Ça aussi, c'est un trait particulier au français québécois. On va vraiment peu utiliser le don. On va utiliser plutôt le que de façon assez généralisée, même si c'est une erreur, là, mais je dis une erreur, mais c'est plutôt un trait, ça existe, donc c'est un trait caractéristique du français québécois, donc le fait que les Québécois vont utiliser beaucoup, beaucoup le que, plutôt que le don. Mais là, je me suis corrigée, mais donc les sujets dont vous aimeriez entendre parler, donc ne vous gênez pas pour me les envoyer. On vous souhaite aussi là, une bonne année, donc super important, fêter une bonne fin d'année, un bon début d'année. On se revoit, nous, en janvier 2025 pour la saison 2 d'Avec ou sans accent, et d'ici là, je vais vous souhaiter aussi de continuer à célébrer le français sous toutes ses formes. À bientôt! Merci infiniment d'avoir écouté Avec ou sans accent aujourd'hui. J'espère que nos échanges ont été aussi stimulants pour vous que pour moi et que vous serez à l'écoute pour les prochains épisodes. Avant de vous laisser partir, permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans cet épisode? Quelles réflexions vous ont traversé l'esprit? N'hésitez pas à m'écrire afin de partager le tout avec moi. N'oubliez pas non plus de vous abonner au balado pour ne manquer aucun épisode. Faites découvrir Avec ou sans accent à tous ceux qui partagent nos passions pour ces sujets. Vous avez envie de travailler avec moi? N'hésitez pas à me contacter pour connaître mon offre de service ou visiter mon site web. Au plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode. À très bientôt!